Salut à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de 100% basket, comme chaque mardi à 18h et en direct sur ma télé. Et pour co-animer, comme chaque mardi, je suis accompagné de Greg Lambert. Salut Greg, tu vas bien? T'es repassé aux anciennes lunettes? C'est ça, c'est ça. J'ai trouvé que les autres étaient un peu bizarres, donc j'ai changé un petit peu. Je trouve qu'elle t'allait bien. Allez, au sommaire de cette émission, dans la première partie, aujourd'hui, on va revenir sur la défaite du Saint-Quentin Basketball. C'était samedi soir en Lorraine face au SLUC Nancy. Aujourd'hui encore, nous allons analyser et décortiquer quelques séquences de jeu proposées par les deux formations samedi soir. Après la pub, Greg, on parlera avec toi de basket région et on sera en compagnie de Fabien Bidard, le coach de Grécourt, qui a réalisé, on va dire, le match parfait samedi soir en R2 face au leader de la division, l'équipe de Dechy. Mais avant ça, on reçoit pour cette première partie Anthony Autou, journaliste à l'Aide Nouvelle. Salut Antoine, tu vas bien? Ouais, très bien. J'ai pas de lunettes moi par contre. T'en as pas besoin, t'es encore jeune toi. C'est vrai. Tout de suite, on va parler du Saint-Quentin Basketball qui a payé cher son trou d'air au retour des vestiaires en Lorraine. On parle Betclic Elite. Greg, les Saint-Quentinois sont totalement passés à côté du troisième quart-temps, celui qui d'habitude réussit plutôt aux joueurs de Julien Mahé. Oui, c'est vrai que cette saison, ils ont été plutôt bons sur ce troisième quart-temps. Mais bon, voilà, là, ils ont vraiment subi la loi des Nancéens sur voilà, ça tombait de partout, là, les tirs arrivaient de partout. Et bizarrement, voilà, ils ont regardé la pluie tomber quelque part et ils n'ont pas su réagir en défense déjà, parce qu'ils ont quand même des stoppeurs défensifs. Nyangé, c'est un stopper défensif. On a également Schwartz qui est un stopper défensif. Ils n'ont pas réussi à bloquer la banca. Et puis en attaque, ça s'est écroulé en même temps. Donc c'était un petit peu un match bizarre sur ce troisième quart-temps. Je le disais Anthony, c'est vrai que les Saint-Quentinois nous habituent à des troisièmes quart-temps où on fait la différence. On l'a encore vu au Portel il y a 15 jours de cela. Là, c'était pas du tout bis repetita. Ouais, en fait, tu fais la différence déjà défensivement. C'est vrai que défensivement, ils n'ont pas réussi à les stopper. Ils ont pris des gros tirs de la banca. Et après, offensivement, ils sont rentrés dans un jeu un peu moins collectif, j'ai l'impression. Et ça allait très vite. C'est 19-1, je crois. Et du coup, tu étais à +3 à la mi-temps. Tu passes à moins 14, je crois. 19-11 en 4 minutes. 19-1. 19-1 en 4 minutes. Exactement. Donc, du coup, ça a été d'abord un 9-0. Temps mort de Julien. Il a essayé de changer quelque chose. Mais voilà, Nancy avait repris confiance. La salle, du coup, s'est mise à pousser. Et du coup, ça a été très, très, très compliqué. Ils ont quand même réussi à revenir. On en parlera après dans le quatrième quart-temps. Mais tu sens que voilà, ce troisième quart-temps, qui d'habitude est leur moment, a été trop dur pour eux pour l'emporter samedi. Allez, avant de continuer à en parler, je vous propose de découvrir le résumé de ce match en images où malheureusement le troisième quart-temps était très compliqué samedi soir. Au départ de cette rencontre, deux dynamiques assez différentes. Fort d'une victoire à l'extérieur la semaine dernière et face à une équipe qui n'avait toujours pas gagné en 2025, le Saint-Quentin Basketball voulait confirmer à Nancy samedi soir. Polonais. Ça joue bien, c'est une bonne séquence pour Saint-Quentin qui va au Robinson. Avec Lucas Poucault, on appuie sur... En tête après 20 minutes de jeu, le SQBB a totalement sombré dans un troisième quart-temps où d'habitude il frappe fort. Et attention parce que le repli n'est pas impeccable pour le SLUC Nancy derrière. Mais en Lorraine, les Saint-Quentinois ont été pris à la gorge dès l'entame de la deuxième mi-temps sous l'impulsion d'Anthony Labanca, monumental samedi soir. Attention le sixième, il est par jaune, Pire, en moins de 4 minutes, le SQBB va encaisser un cinglant 19-1 après une première mi-temps, pourtant relativement cohérente. Dans le dernier quart-temps, Jérôme Robinson va tenter de sonner la révolte. Grâce à son talent et à 3 tirs primés consécutifs, il va ramener les siens à une possession, faisant naître l'espoir d'un retour inespéré. Mais trop tard, Nancy va s'imposer 83-74. Protéger ce ballon, ils vont devoir shooter, pourquoi pas Jérôme Robinson. Le Saint-Quentin Basketball va retrouver son parquet de pirates dès ce week-end avec la réception de la JL Bourg pour tenter de décrocher un 11e succès cette saison en Betclic Elite. Deux tirs pour mettre fin totalement au suspense. Grand héros Chris Clemons, mais le MVP s'appelle Anthony Labanca.
Anthony Labanca qui nous a fait mal samedi soir. Greg, le SLUC Nancy a proposé une grosse défense, on l'a vu samedi soir. Ils ont limité le SQB à 74 points, mais ils ont surtout été très adroits, notamment à longue distance, 15 sur 29 après 40 minutes. Ouais, c'est ça, donc, dont 7 de Labanca sur le seul joueur à 70% de réussite. On sait que c'est un shooter, hein, de toute façon, il l'a déjà prouvé par le passé. Après, il a attiré beaucoup les défenses sur lui, ça a pu libérer un peu Clemons, ça a pu libérer Walker également, voilà, et ça lui a aussi libéré un petit peu son drive. On l'a vu, hein, son drive à 2 points, parce qu'on l'attend à 3 points. Donc ça, il a servi d'aimant à tout le monde, et ça a vraiment déclenché tout. En fait, on avait l'impression que les Saint-Quentinois étaient un peu en admiration devant son jeu. Et puis voilà, et après, c'est un shooter, hein, de toute façon. À partir du moment où il met dedans, comme Robinson. En fait, c'est un shooter en série. C'est pas un gars qui va se créer son tir, etc. Il profite vraiment du collectif. Et c'est vrai qu'en fait, Nancy, à cause de, on va dire, Saint-Quentin qui a voulu, quand ils ont encaissé le premier run de 9-0, en fait, ils ont voulu jouer vite, ce qui est le jeu de Nancy. Donc au final, ils leur ont offert des transitions. Et là, Labanca, il se régale. Mais les tirs qu'il met, il est souvent seul. Et du coup, c'est dur à défendre parce que tu viens en aide à l'intérieur, la balle elle ressort, il prend, il arme. Et vu qu'il est en confiance, il en a mis 1, 2, 3. Derrière, c'est trop dur pour la défense de Saint-Quentin. Et il avait aussi des joueurs intelligents du côté de Nancy qui l'ont cherché constamment en fait. On l'a vu à un moment donné, je crois que c'est dans le 3e, où il va se planquer à 0 degré là, pour assassiner encore une nouvelle fois les Saint-Quentinois. Ils vont le chercher, donc c'est une équipe intelligente. On a vu un scénario un peu différent. D'habitude, le SQB connaît un retard à l'allumage. Globalement, les Saint-Quentinois font une bonne première mi-temps, elle est correcte. Tu es quand même derrière à la fin du premier quart-temps, 19-15 ou 19-14, si mes souvenirs sont bons. Mais en fait, c'est vraiment tes 3-4 dernières minutes de ton quart-temps qui sont très bons, parce que tu défends fort. Mais en général, le premier quart-temps est bon parce que je pense que Saint-Quentin était là où il voulait être, c'est-à-dire qu'il voulait fermer la raquette, il voulait empêcher chez Van Thompson de briller. Et tout ce qui est rotation défensive, aide défensive, on va dire défense collective, était très bonne. Offensivement, tu as raté les tirs, c'est des tirs ouverts, c'est le basket. Mais défensivement, voilà, ils étaient dans ce qu'ils voulaient. 39 points à la mi-temps, c'est très bien. Mais c'est derrière les adaptations aussi de Nancy, qui a moins compté sur son secteur intérieur. Et du coup, ça a libéré les extérieurs, tout simplement. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas la conférence de presse de Julien Mahé pour des raisons techniques. Anthony, tu étais à Nancy. Est-ce que tu peux aller rapidement nous débriefer ce qu'a dit Julien en conférence de presse? C'était court. Qu'est-ce qu'il a dit à chaud comme ça? À chaud, il a dit que son équipe n'avait pas fait un bon match, ou du moins n'avait pas fait le nécessaire pour gagner un match à l'extérieur. C'est difficile de le contredire. Quand il y a un joueur qui met 7-3 points, à un moment donné, je pense que ça serait bien qu'il y ait un joueur ou deux qui, pour reprendre l'expression qu'avait dit un jour Laurent Sierra, voilà, qui vont lui mettre un taquet à Labanca. Il y a aussi une action en première mi-temps qu'il a cité en exemple où Zachary Perrin se retrouve tout seul. On a 3 fautes d'équipe. Il n'y a personne qui va faire faute pour l'empêcher d'aller marquer le 2 points. En fait, ce sont des indices pour lui qui ont montré que son équipe n'était pas à 100% là pour gagner cette rencontre. Greg, dans le Money Time, on a Jérôme Robinson qui aligne plusieurs banderies à 3 points. À ce moment-là, on a envie d'y croire. Saint-Quentin est à quelques longueurs, mais c'est trop tard. Ouais, on peut y croire. C'est vrai que c'est un shooter également, pas trop en série, parce que lui, il arrive à se créer son shoot. Et on l'a vu, oui, marquer des shoots de fou aussi pour revenir au score. Tu peux y croire, hein, parce que le match, il est encore. Tu reviens à moins 2, 75-73, il reste 1 minute 20, donc là, tu as une possession. Hein. Si tu stoppes, derrière, tu peux passer devant. Mais derrière, tu prends le tir de Clemons. Et c'est ce tir-là qui leur donne la victoire. Hein. Ouais, voilà. On a vu Anthony Labanca, on l'a déjà dit ce soir, des grands soirs. Mais en face, Anthony, il y avait quand même la place face à une équipe d'anciennes qui était en plein doute. On le rappelle, aucune victoire depuis début 2025. Hein. Ouais, il restait sur une nette défaite à domicile contre Dijon, où ils n'avaient pas bien défendu dans la première mi-temps, et puis c'était écroulé derrière. Mais après, Nancy a joué quand même, moi pour avoir vu quelques matchs d'eux, beaucoup mieux que lors de ce début janvier. Ils se sont passés la balle. Par exemple, Chris Clemons, qui est un joueur habituellement a aimé beaucoup garder la balle pour lui, il a lâché des ballons. Caleb Walker fait 10 passes décisives. Voilà, je trouve que c'était vraiment une équipe qui, ils n'ont pas révolutionné le basket, loin de là, mais ils ont fait le match qu'il fallait pour l'emporter. Voilà, derrière, on perd ce problème, c'est que la défaite encore, c'est un match à l'extérieur, c'est Nancy. Bon, il n'y a pas à rougir, mais c'est la perte de ce goal average qui, pour moi, aurait pu être évitée.
Maintenant, ils sont à 2 victoires derrière nous, il faut les laisser à 2 victoires derrière nous, tout simplement. On rappelle le score à 83-74. Greg, comme le dit Anthony, c'est une défaite qui laisse des regrets, hein, forcément. Oui, ça laisse des regrets. Après, ça reste une défaite à l'extérieur. C'était pas évident. J'avais vraiment très hésité pour ce pronostic la semaine dernière. C'était un peu un bourbier aussi, ce truc. Ils avaient besoin de victoire après une défaite contre Dijon. C'était pas le moment. Après, des La Banca à 26 points ou 27 points, ça va pas être le cas toutes les semaines. Ouais, c'est ça. Donc c'était vraiment un piège. En fait, c'est le plafond de cette équipe, c'est de savoir est-ce qu'elle est capable aujourd'hui d'aller gagner ce type de match à l'extérieur. Et aujourd'hui, voilà, non. Donc on peut être un peu déçu parce qu'on attend peut-être, nous, de Saint-Quentin, en étant 5, 6e au classement, d'aller gagner. En fait, c'est ces victoires-là qui te permettent de rester en haut. Voilà. Bourg, par exemple, a perdu contre Nancy, mais Bourg ne perd pas ce genre de match. C'est quoi qui fait ça, Anthony? C'est l'expérience, c'est le collectif un peu plus huilé, peut-être? On est quand même à la 17e journée, 18e journée. Donc, du coup, à un moment donné, il faut qu'il passe ce cap-là. Non, c'est juste que un assemblement de beaucoup de choses qui fait qu'aujourd'hui, l'équipe ne fait pas le stop qu'il faut. On parle du dernier tir de Clément, mais voilà, c'était là où il fallait défendre fort. Il y a une petite erreur défensive, boum, on est puni. Offensivement, au retour des vestiaires, c'est un ou deux lay-up ratés qu'une équipe en confiance aurait pu mettre. Voilà, c'est plein de petites choses à côté. Aujourd'hui, Saint-Quentin, certes, est en haut du classement, mais aller gagner. Des erreurs qu'on aurait pu éviter. Voilà, c'est exactement ça. Et après, offensivement, ils dépendent beaucoup de Robinson. Hein. Aujourd'hui, Enzo n'apporte pas le capital point qu'il apportait en début de saison. Loïc Schwartz non plus. Sur ce match, Onyangé non plus. Donc voilà, aujourd'hui, ils dépendent beaucoup de Robinson. Nolan, en fait, il faut en fait, simple, il faut une deuxième option derrière Robinson, une option, on va dire, régulière. Et on ne l'a pas. On l'a pas, et justement, j'allais l'évoquer, on l'a appris quelques heures avant la rencontre. Marcus Santos Silva et le Saint-Quentin Basketball ont, comme d'un commun accord, décidé de stopper cette collaboration. C'est aussi un élément à prendre en compte, même si Marcus n'était pas vraiment dans la rotation de Julien. Oui et non. Oui, parce que c'est un joueur de moins. On l'a vu à Galatasaray, il a pu surgir au bon moment quand William Pfister et Dominique Luzanin ont fait des fautes. Mais derrière, c'est un joueur qui était trop peu utilisé. Donc pour lui et pour le club, je pense que c'est la meilleure solution. Lui, les jeunes, il faut qu'ils jouent au basket. Et je pense que pour Julien, il fallait retrouver une rotation peut-être à 10, tout simplement. Et d'ailleurs, il a très très vite rebondi parce qu'on l'a appris en début d'après-midi. Il est déjà arrivé loin d'ici, en Israël. Il a fait une belle petite vidéo en disant qu'il était prêt à jouer dès samedi, je crois. Donc, dès leur prochain match. Donc, bon courage à lui. On lui souhaite forcément le meilleur. La conférence de presse, je vous l'ai dit, on ne l'aura pas. Mais comme la semaine dernière, on a décidé de mettre en avant 4 actions durant cette rencontre. Et la première, c'est Greg qui va nous l'analyser avec Dominique Olejniczak, un peu esselé dans la raquette. Je te laisse à la baguette de cette action. Ouais, donc là, on voit là, ils sont tous à l'arrêt. Alors, on va lancer la première partie de la séquence en régie. Voilà, donc avec Enzo qui est sur le poste à la main avec un écran, un simple pic en tête de raquette. Donc là, le but du jeu, là, on peut avancer sur l'action. Le but du jeu, ça va être de poser l'écran et d'isoler totalement le côté gauche, laisser un grand couloir de 1 contre 1 côté gauche. Et on voit Robinson et je crois que c'est Schwartz qui vont poser un double écran pour Olejniczak qui va pouvoir replonger côté gauche et se retrouver quasiment seul dans la raquette. Voilà, on peut avancer. Voilà. Là, on voit très bien sur l'action. Hein. Ouais, sur la zone rouge, on voit que vraiment tout le côté gauche, la raquette de côté gauche est totalement libre, avec un double écran là, qu'on voit des deux arrières, là, des deux ailiers. Donc on peut avancer. Et puis ça va forcer la défense de Nancy à s'adapter. Et là, on se retrouve sur un duel de taille beaucoup plus avantageux pour Saint-Quentin, parce que je crois que c'est la Banca qui se retrouve sur Olejniczak en défense. Et puis là, c'est cadeau. Là. En règle générale, voilà, c'est 2 points. En règle générale, la défense fait faute tout de suite pour couper le jeu. C'est un système qu'on a beaucoup vu samedi, qu'on voit beaucoup pour Dominique. Et surtout là, c'était intéressant, c'est que Nancy changeait sur tous les écrans en première mi-temps. En fait. Et Noah Kirkoud aussi a trouvé 2 fois
Dominique Laginac comme ça sur une petite passe. On l'a retrouvé souvent l'année dernière et c'est souvent Benoît Gillet qui était à la finition parce qu'il faut le bon timing en fait. Il faut que, il y a 2 ans. Il faut que Enzo parte au même moment que Laginac va plonger, donc il faut vraiment un bon timing. Et anticiper un petit peu. Anthony, toi, tu as voulu mettre en avant une action plutôt défensive lors d'une fin de possession et c'est toujours dans le premier quart-temps. Anthony, je te laisse nous en parler. Alors oui, il faudrait du coup démarrer la séquence. Démarrer l'action. Donc on voit déjà Enzo qui met une pression sur le meneur à l'opposé de la balle, du coup qui force Anthony Labanca à monter le ballon, donc il va être défendu par Loïc dans sa moitié de terrain. Donc voilà, donc là ce qui est intéressant, c'est que pareil, ça c'est la défense, on va dire, made in Julien Mahé, il demande toujours à son intérieur de sortir fort et de se montrer. Donc on peut avancer. On va voir, il y a l'écran, presque ça switch. Et là, boum, ça oblige Loïc du coup à revenir. Et là, c'est de la défense collective de Saint-Quentin qui est très forte, c'est qu'eux, ils limitent et ils veulent fermer au maximum la raquette. Donc on va voir, ferme la raquette. Du coup, ça change à l'opposé. Très bien, toujours, vous voyez, on ferme vraiment la raquette, on laisse à Nancy on va dire, juste l'opportunité de prendre un tir soit lointain, soit un tir difficile. Et là, boum, pareil. Vous voyez, c'est les mêmes séquences. Et on arrête là, on voit, la raquette, elle est fermée. Dominique, il lève haut les bras pour gêner, on va dire, le timing de passe. Donc, ils sont obligés de passer par ce qu'on appelle par les relais, ce qu'ils vont faire. Voilà. Et là, boum, dès qu'il y a la balle intérieure, c'est un changement, parce que je crois que c'est Enzo qui défend sur Zachary Perrin, si je ne me trompe pas. Et là, on vient trapper et on provoque une perte de balles. C'est une très bonne défense de Saint-Quentin. Mais ça, ils font... Voilà, c'est pas pour rien que c'est la meilleure défense du championnat. C'est l'équipe qui collectivement défend le mieux. Exactement. La troisième action, on avance, c'est dans le deuxième quart-temps. C'est toujours pour toi, Anthony. Cette fois-ci, c'est Jérôme Robinson à la conclusion. Et qui plus est, il va aller gratter la faute en baseline. Alors voilà, on va démarrer l'action tout de suite. Anthony voilà, exactement. S'en charge. Donc Lucas monte la balle. Ils annoncent un système avec les deux intérieurs, parce que c'est Joe Noguet qui joue poste 4, qui vient faire un écran. Et là, en fait, le système, il est clairement pour Jérôme Robinson. Donc, c'est une feinte d'écran du 4 qui plonge directement au cercle. Et à l'opposé, le poste 5 vient faire un écran pour la remontée de Robinson. Voilà. Et en fait, il le faisait parce que, comme je disais tout à l'heure, l'écran, et là, boum, on switch. Donc, en fait, on se retrouve avec Jérôme Robinson sur Shevon Thompson, qui quand même n'est pas le meilleur défenseur déjà de Nancy, de 1, et de 2, n'est pas le meilleur défenseur pour défendre au large des ailiers qui vont beaucoup plus vite que lui. Donc, intelligemment, Jérôme la rend. Et là, là, c'est difficile parce qu'en fait, on peut penser que Lucas peut faire la passe à Dominique, mais sauf que pour un pivot de 2,10 m, récupérer la balle dans la raquette, c'est compliqué. C'est compliqué quand on n'est pas Nikola Jokic ou Joel Embiid. Mais ça, eux, ils jouent en NBA. Donc, ce qu'il fait très bien, c'est qu'il a skip là-bas à l'opposé à Jovan, qui peut, par exemple, la mettre à Dominique, donc il ne prend pas sa position. Et là, regardez, écran. Donc c'est toujours très intelligent. C'est très bien joué. Hein. Voilà, on utilise les 24 secondes et ça switch. Et là, il se retrouve sur Shevon Thompson. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est impossible pour Thompson de stopper Robinson. Il y a un compte, mais il y a faute en bas. Deux lancers, 2 points. Il n'y a pas 2 points, mais il y a 2 lancers francs. Très belle action collective. Comme tu le disais, c'est vraiment bien huilé, ça joue bien. Et on sort très fort. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, on a vu ça dans les 3-4 dernières minutes du second quart-temps. C'était vraiment... il y a d'autres actions que j'ai en tête où c'était vraiment on cherchait le joueur tout seul, on cherchait le mismatch, on cherchait le switch défensif. Voilà, ça s'est arrêté après la pause. Greg, la quatrième et dernière action, c'est pour toi, c'est Shevon Thompson cette fois-ci, mais c'est lui qui va aller conclure dans la raquette. On va regarder, on commence tout de suite le premier jet de cette action et Greg nous explique tout. Ouais, ça commence toujours avec un pic d'un intérieur, donc Shevon Thompson qui va aller piquer sur Clemons, je crois. Donc là, il va aller poser un écran, donc on avance, je crois, voilà. L'écran se fait. Et là, c'est ce qu'on appelle le jeu en triangle, en fait. Donc on peut avancer, Clemons va utiliser cet écran, on va renverser le jeu sur Walker, je crois, je sais pas si c'est Walker, ouais. Voilà, et on voit Shevon Thompson qui est déjà en train de plonger dans la raquette. Et le jeu en triangle, en fait, on voit bien un triangle entre les 3 joueurs. Et le renversement de balle, et tout de suite, on va trouver l'intérieur qui va plonger.
On voit Khalid Moore on voit Kirkwood qui est sur le côté balle, donc on voit bien qu'il est du même côté que le ballon. Donc en fait, lui, il va aller rechercher son joueur qui est là-bas dans l'aile presque à 0 degré, pas à 0 degré, mais presque. Et voilà, on voit Moore qui arrive un petit peu trop tard. Je pense qu'il a dû se faire pipoter parce qu'il faut faire faute en règle générale sur ce genre d'action. Mais je ne connais pas le quota de faute qu'il avait, Moore. En fait, ça, je me souviens de cette action, en fait, c'est le début du troisième. Nancy a très bien joué. Ça, en fait, c'est la faiblesse de la défense de Julien, qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est que si la balle elle swing vite et qu'il y a un bon passeur, donc ce qu'est Caleb Walker, ça peut faire mal. Je pense que c'est dire que le fautif, c'est qu'en fait, Moore doit rentrer, mais il défend la banca. Donc en fait. C'est un peu, sur ce match, c'était un peu craignos. En fait, Walker peut directement trouver la banca et là, du coup, il y a un retard. Mais c'est plus facile pour la défense. S'il cherche Moore, Walker trouve la banca, Moore a peut-être plus le temps de revenir et de ce qu'on appelle le forcer à jouer le close-out qu'un tir à 3 points. Voilà, ça, c'est juste une absence de communication et c'est 2 points. Messieurs, merci pour votre analyse technique. C'est toujours sympa de pouvoir expliquer aux téléspectateurs les systèmes de jeu, comme tu dis, jeux en triangle et avoir le jargon du basket. On en reparlera bien évidemment la semaine prochaine. Mais le SQBB, messieurs, a l'occasion de rebondir et dès ce week-end avec la réception de la JL Bourg, nos amis coachés par Fred Fotoux, qui va se faire plaisir de revenir à Pierrade. Et d'ailleurs, Anthony qui a largement dominé Chalon le week-end dernier. Ouais, ils sortaient d'une semaine très compliquée où ils se sont fait battre en Eurocup. Ils sont pratiquement éliminés de l'Eurocup parce que maintenant ils doivent aller gagner contre Valence. Autant vous dire que ça va être très très difficile. Donc ils étaient vexés, remontés. On a vu un Freddy Fotou assez agacé en conférence de presse. Je vous invite à aller regarder sa conférence de presse après le match. Elle dure 5 secondes. Donc du coup, voilà, ça c'est le Fotou que je connais, parce que pour rappel, moi c'était mon idole quand j'étais petit. Donc voilà, c'est un monsieur qui n'aime pas perdre, on le sait. Et ici, on va le voir samedi. Ouais, et moi je vais être content, peut-être pas tous les supporters du SQBB. Voilà, c'est un match, on sait l'année dernière comment ça s'est terminé. Une belle victoire de Saint-Quentin dans une ambiance, on va dire, électrique. Mais maintenant, ça va, c'est une autre année. Je pense que tous les acteurs ont oublié ce qui s'est passé l'an dernier et ça risque d'être un beau match de basket, enfin je l'espère. Greg, en face, il y a du lourd. Je pense à Xavier Castagneda, Jordan Usher, Joël Ayayi. Il y a du beau bébé en face. Sur les postes d'arrière, ils sont vraiment bien équipés. Donc, Castagneda, on l'a vu d'ailleurs au All-Star Game, il avait été très très bon. C'est vraiment un poison. Ils sont toujours dans ces duels aussi avec Nolan Traoré qui est quand même annoncé assez haut dans la draft, donc ils veulent se montrer face à ce genre de joueurs. Fotoux, on le sait, entraîneur de l'équipe de France, donc ça met aussi une pression un petit peu sur les joueurs de Saint-Quentin par rapport à des futures sélections. Donc c'est un match compliqué qui va être au Palais des Sports Pirates, mais bon. Bourg, c'est une équipe qui certes est 5e parce que Cholet fait une saison extraordinaire. Mais c'est clairement une équipe du top 4. C'est la troisième équipe, c'est la première équipe derrière les 3 monstres d'Euroleague. Sur le papier, voilà, il n'y a pas photo. Ils ont une équipe qui est monstrueuse. On l'a vu, moi j'étais au match aller, ça s'est joué au talent. Et là, le Bourg, on rappelle peut-être le score du match aller, moins 11, 96, 85. Ouais, il y a aussi ce petit côté d'essayer de jouer le goal average peut-être. Déjà d'essayer de gagner, je pense. Ouais. Je pense qu'ils seraient contents de gagner d'un point. Et voir les choses encore un peu plus loin. Il faudrait récupérer le goal average. Tu reviendras avec une victoire 2. Avec le goal average. Mais voilà, c'est quand même une équipe sur le papier qui est monstrueuse. Défensivement, ils alternent énormément de défense. Je me rappelle au match aller, ils avaient fait de la zone, ils avaient changé sur les écrans. C'est hyper compliqué de jouer une équipe de Bourg concernée et concentrée. Maintenant, si c'est l'équipe de Bourg que j'ai vue la semaine dernière en Coupe d'Europe, là, tout est possible. Mais voilà, ça reste un match de championnat. C'est une équipe qui veut rester dans le top 5 parce que si tu descends plus bas, en play-off derrière, tu joues rapidement un gros. Donc voilà, ce sera très difficile. Messieurs, on arrive presque à la fin de cette première partie, mais comme chaque semaine, je vais vous demander vos pronostics et cette fois-ci, je vais commencer par Greg. C'était au hasard. C'est ça. Ouais, non, moi je les vois gagnants, Saint-Quentin. Je les vois gagnants sur vraiment très court. Un 88-84, quelque chose comme ça, 4 points, mais je les vois gagnants. Ouais. Ils ne vont pas reprendre le goal average, ça me paraît compliqué. Mais... Déjà, s'il y a une victoire, ce sera déjà très bien. Anto, le tien de pronostic? Moi, je les vois gagner aussi, mais un match de folie et plus 12. On récupère le goal average. Bon, on fout.
Plus 12, plus 4. Allez, 4, moi je coupe la poire en deux, je dis plus 8, comme ça je me mouille Ok. pas trop. On arrive déjà à la fin de cette première partie. Merci Anthony d'être venu avec nous. Mais avant de te quitter, je sais que tu avais un petit message à passer, je te laisse. Ouais, je sais que ma maman et ma mamie me regardent, ainsi que ma copine, donc je vous embrasse. Voilà. Et ben voilà, De Anthony, loin, hein, de loin. De loin. Non, ma copine, c'est plus près, mais ma maman et ma mamie, c'est très loin. Ça nous regarde pas, Ouais, c'est Anthony. vrai, voilà. Anthony, on se retrouve la semaine prochaine Exactement, avec la victoire de 12 points. 12 points. Allez, honnêtement, si Anto a raison, il ramène le champagne. Voilà. Allez, restez avec nous dans quelques instants. On se retrouve pour parler toujours de basket dans cette émission, mais cette fois-ci de basket région avec notre invité. À tout de suite dans 100% basket. De retour sur le plateau de 100% basket pour cette deuxième partie. Et Greg, je le disais, on va parler basket région avec notre invité. Et tiens, une fois n'est pas coutume, Greg, je vais te laisser présenter parce que tu le connais très bien. Tu étais avec lui d'ailleurs samedi soir. Ouais, on est allé à Gricourt, donc je vous présente Fabien Bidard, qui est entraîneur de l'équipe R2 Régional 2 de Gricourt. Donc, et puis un entraîneur omniprésent sur le territoire saint-quentinois. Donc voilà, je vais vous laisser se présenter. Fabien qui gère la Régional 2 de Gricourt. Bonjour Fabien. Salut Baptiste. Salut, merci, ça Bienvenue. nous fait grand plaisir. On sait que ton agenda est très serré et quand tu nous as dit dimanche que tu pouvais être là, j'ai dit à Greg, allez, on l'invite parce qu'on n'aura pas deux fois l'occasion. Vous le connaissez forcément, très certainement, si vous gravitez dans le basket axonais. Mais pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne le connaissent pas, eh ben, je vais te laisser te présenter. Allez, Ah, alors, c'est. question piège, direct, Ah ouais, comme ça, d'entrée, pied à froid. comme ça. Bah, écoutez, Fabien, je suis à Gricourt depuis maintenant 6 ans, je crois, avec la R2, les U20, les U17, différentes catégories. Et avant d'être à Gricourt, j'ai été une quarantaine d'années à Gauchy, Rien que ça. rien que ça, où j'ai joué, entraîné, arbitré, joué avec Greg notamment, et, enfin, tout un tas de choses, voilà. Je le disais en pré-partie d'émission, vous avez décroché une très belle victoire samedi. Elle était importante, c'était face au leader, l'équipe de Dechy, qui plus est chez vous à domicile. Pour avoir écouté un petit peu l'interview que tu avais réalisée, c'est un match quasi parfait. C'était un bon match. C'était un bon match. C'est jamais parfait. Quand on est entraîneur, on a toujours des choses à redire, surtout quand on est exigeant. Mais c'était un très bon match. C'était un très bon match dans l'ensemble. On a su gérer ce qu'on avait un peu de mal en première partie de saison, ce que j'appelle nos temps faibles, quoi, les moments où on laisse filer de l'avance. Voilà. Donc on a su faire ce qu'il fallait ce samedi. C'était vraiment sympa. Alors, il faut savoir que l'équipe de Gricourt est vraiment axée sur des jeunes que tu as formés déjà au fur et à mesure du temps, en grande majorité. Et c'est une équipe qui est très jeune. On est presque en dessous de la barrière de la vingtaine finalement, Ouais. avec vraiment des très jeunes aussi. Il y a du 17 ans, je crois. Mmh. Donc voilà, c'est une équipe qui joue très bien au basket, qui court beaucoup. J'ai été impressionné par le jeu de relance quasiment constamment. Alors là, ils jouent en noir. Hein. Habituellement c'est en rouge, mais là ils jouent en noir et on voit vraiment une envie vraiment d'aller vers l'avant tout le temps. Je crois que c'est vraiment ce que tu veux instaurer. Hein. Il faut utiliser nos points forts. Nos points forts, notre atout, c'est la jeunesse. Ils sont en pleine force de l'âge, pleine santé. Même si on s'entraîne peu, ils sont quand même dans une condition physique intéressante. Et on a des équipes de R2 avec des joueurs d'expérience, mais qui ont parfois 10, 15 ans de plus. Donc la volonté, c'est courir, relancer vite, jouer en première intention, fatiguer l'adversaire, parce qu'on a une équipe aussi, on peut jouer à 10, voire 12, j'ai un groupe très complet, et c'est ce qui fait notre force. Donc, et ça fait quelques matchs où on arrive vraiment à développer ce style de jeu. Avoir un groupe jeune comme ça sur la continuité, c'était une volonté de ta part en arrivant à Gricourt ? Alors, je suis arrivé à Gricourt, ce n'était pas le cas. Quand je suis arrivé à Gricourt, c'était une équipe de gens du coin, locaux, très connus, qui évoluent maintenant sur Guis, Saint-Quentin-Gauchy. Et puis pour des raisons financières d'abord, Gricourt, c'est un club 100% composé de bénévoles, il n'y a pas d'argent, personne. La seule solution qu'on a, c'est d'avoir des jeunes, de réussir à construire une identité, un groupe pour qu'ils restent, parce qu'ils sont tous étudiants aussi à l'extérieur, puisqu'à Saint-Quentin, il n'y a pas grand-chose. Et donc c'est une volonté, mais une obligation aussi si on veut réussir à avoir un projet intéressant. Quelque part, tu n'as pas eu le choix, tu as dû t'adapter et composer avec ces différents paramètres en fait. C'est ça, tout à fait. On compose avec ça. Et puis on a aussi la chance d'avoir une équipe jeune avec des joueurs qui ont une forme de talent à leur niveau et qui, s'ils s'entraînaient régulièrement, pourraient prétendre à jouer à des niveaux supérieurs, je pense, R1 ou National 3.
Alors, petite question, est-ce qu'un ancien ne ferait pas du bien aussi dans ce genre de groupe? Un joueur comme toi, Greg, c'est ça? Ah non, là, je suis très ancien, là, je suis en U50 Alors, maintenant. Bien évidemment, un ancien ferait du bien, et un ancien dans la raquette encore plus, avec un peu de taille, parce qu'on en manque. Mais c'est difficile, en fait c'est difficile, on l'a vécu avec Julien, monsieur, qui est resté 2 ans chez nous. C'est difficile aussi pour les anciens, parce que c'est un groupe de jeunes, donc entre des gamins qui ont 18, 20, 21 ans et quelqu'un qui a plus de 30 ans. C'est pas la même génération, la même vision de la vie, etc. Donc c'est pas non plus facile, mais il est vrai qu'avoir un socle d'expérience, c'est aussi quand même une garantie sur certains matchs. Avoir des jeunes qui commencent rapidement dans ces championnats qui sont un peu durs des fois physiquement, ça permet aussi d'aller peut-être plus vite dans la formation et d'être vite apte à jouer des matchs un peu plus rugueux où ça tamponne. Oui, je pense que c'est ça. Ça fait 3 ans pour la plupart qu'ils jouent en senior. Et je trouve que cette année, alors pas au début de saison, mais depuis 7-8 matchs, on commence à sentir qu'ils ont pris du volume, de l'expérience, malgré leur jeune âge. Ça prend du temps, il faut être patient, et puis il faut aussi accepter à cet âge-là, il y a des hauts et des bas. Donc, parce que les études, parce que pour un tas de paramètres, et il faut vivre avec. Et en ce moment, on vit bien avec. Vas-y, Greg, excuse-moi. C'est un groupe qui a. Il faut savoir que le groupe de Gricourt, là, on voit le logo derrière du club. C'est un groupe qui a vieilli ensemble, notamment avec toi. U17, alors je dis pas que tu as vieilli, hein, mais U17, U20, et maintenant, voilà, ils sont ensemble depuis pas mal de temps, donc ils ont tous les automatismes et tout ça. Mais ça manque de grands, c'est vrai que ça manque de grands, mais il y a une grosse participation au rebond de l'ensemble de l'équipe, ce qui permet de relancer rapidement, ce qui est la base. On rappelle que vous êtes deuxième de la poule A de R2 avec un match d'avance, un match d'avance parce que Greg m'a repris tout à l'heure. Il reste 10 journées à jouer. C'est ça. J'ai révisé. 9 pour nous. 9 pour vous du coup. C'est quoi les objectifs que tu as fixés à tes joueurs sur cette deuxième partie de saison? Les objectifs de début de saison, c'était de retrouver du plaisir, parce que ça faisait 4 ans qu'on se maintenait en R1 et qu'on perdait beaucoup plus de matchs qu'on en gagnait. Donc on apprend à perdre, ce qui n'est pas bon. Donc là, on réapprend à gagner, à prendre du plaisir à gagner. Et puis, on ne peut pas se contenter d'un objectif maintenant de vivoter, ce n'est pas intéressant. Donc l'objectif maintenant, c'est le top 3. Parce que le premier accède et les 2 et 3 jouent des playoffs. Après, on ne sait pas ce qu'on fera derrière, ce qu'il arrivera, mais l'objectif, c'est d'aller chercher le top 3. On est 3e ex-aequo si on enlève le match en retard. Et on a battu le premier chez nous, on reçoit les 2 autres équipes ex-aequo, on les reçoit aussi. Ce qui est un avantage sur les matchs retour pour nous, qu'il faut qu'on utilise. Pour tes jeunes joueurs, il y a quand même cet objectif de top 3, c'est un peu la carotte quand même quelque part. C'est motivant de dire on peut jouer le top 3, les playoffs, peut-être la première place, il y a encore de l'enjeu. Clairement, c'est beaucoup plus motivant que de se dire la saison, elle est de survivre. On survit ou on monte pas, on descend pas et puis on tourne en rond. Non, il y a de l'enjeu. C'est aussi pour ça qu'on arrive à maintenir le groupe en tension. Donc ils vont recevoir l'Ouvroy le 22 février et le 22 mars. Donc c'est mémotechnique. 22 mars, c'est Saint-Nicolas-Arras, c'est ça. Donc il y aura peut-être un goal average aussi à récupérer contre eux. Contre l'Ouvroy, lui, -3 là-bas. Là, on a récupéré 2 chiffres, on avait fait -2 plus 11. L'Ouvroy, le -3, il faut qu'on le récupère. Saint-Nicolas, -22, c'est le seul match où on est vraiment passé à côté. Et puis Saint-Nicolas, je pense, est l'équipe la plus complète de la poule. Les battre, c'est nous, ça sera déjà bien. Et le goal average sera dur à reprendre, mais tout le monde va se rencontrer. Donc, il y a une 5e équipe pour le Noël-Valenciennes qui n'est qu'à 3 défaites aussi. Donc, on est 5 pour 3 places aujourd'hui. On a vu sur les images, c'est Greg qui nous a fait ces belles images qu'on a pu voir tout à l'heure samedi soir. Il y a de l'ambiance en plus à Gricourt, hein. Ça donne. Il faut. Allez, tu peux passer un message en demandant de remplir encore plus la salle. Ouais, il y a toujours un peu de monde qui vient. Les jeunes attirent les copains, les copines. Après, forcément, quand Saint-Quentin joue, c'est un peu différent. Mais bon, voilà. Puis c'est un petit village connu quand même dans le microcosme saint-quentinois. On va aussi parler, tu es à Gricourt depuis quelques saisons, il y a cette équipe que tu coaches, mais il y a aussi des jeunes, il y a une formation aussi à Gricourt. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être Alors oui, moi j'ai découvert vraiment en profondeur le club de Gricourt depuis que j'y suis. Avant, j'avais un regard extérieur différent. En fait, il y a une équipe de dirigeants et techniques qui est super soudée, qui change peu, qui a des habitudes, qui a une façon de travailler, qui a un désir de former des jeunes avec ses moyens, donc avec une seule salle, avec des créneaux sur lesquels il faut s'organiser. Mais il y a beaucoup de licenciés, énormément. Et non, franchement,
moi, quand j'ai mis le pied dans Gricourt, je ne m'attendais pas à ça. L'image qu'on a de l'extérieur du club, ce n'est pas celle qu'on vit de l'intérieur, en fait. Ouais, au niveau Hauts-de-France, c'est un petit peu le petit village Picard, Ça, le ouais. petit village gaulois ouais, qui essaye de résister, qui essaye d'être au plus haut au niveau. Voilà. Faut dire aussi, hein, dans le palmarès, c'est que l'équipe U20 que vous avez dirigée pendant des années, même les équipes U17, ont glané beaucoup de titres régionaux, 4 ou 5 je crois au niveau des U20. 3 en U20, 3 en U15. Ouais, c'est ça. Donc, avec ton fils notamment. Ouais. Donc c'était vraiment un beau palmarès hein, pour un petit village de 1500 personnes peut-être, 1000 habitants à peu près. Ouais. Donc au niveau des Hauts-de-France, on a fait beaucoup de voyages dans les Hauts-de-France. Ouais. Quand tu as quitté Gauchy pour aller à Gricourt, ce qu'ils t'ont proposé, c'était plutôt un challenge que tu avais envie de relever, ou voir peut-être autre chose après des dizaines d'années passées à l'ASG? Ça correspondait plus à ma vision du basket à l'instant T. On va dire que voilà, je suis parti de Gauchy pour des raisons je ne suis pas parti en mauvais termes, hein. Je suis parti parce qu'il était temps pour moi de partir. Et la vision, en fait, ce que je vis à Gricourt, j'ai l'impression de revivre ce que je vivais à Gauchy il y a une vingtaine d'années. Voilà, alors et donc c'était pas vraiment un challenge, mais j'ai vite adhéré au projet. Et puis surtout, franchement, on travaille dans la sérénité, quoi. Il n'y a aucune pression de personne. Il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a rien, quoi. Donc je veux dire, au niveau de la qualité de travail, on est vraiment dans la sérénité. Il n'y a pas de prise de tête, etc. Alors, comme tu parles de Gauchy, moi je connais l'antériorité des choses. Tu as longtemps coaché les seniors filles de Gauchy, notamment jusqu'en National 2. Hein. Donc on est vraiment sur du haut niveau hein, pour les filles. La différence que tu vois entre le basket féminin et le basket masculin? Alors, Question piège. non, pas piège, parce que j'ai connu le basket féminin c'était il y a presque 20 ans, avec une génération de jeunes filles dont beaucoup étaient passées par le sport-études cher à Bertrand Gamès, qui a été repris derrière, et le sport-études. Et le basket féminin que je vois aujourd'hui dans le coin, c'est plus le basket féminin d'il y a 20 ans. Comment tu l'expliques ça, que c'est pas le même basket? Qu'est-ce qui a fait changer? C'est l'évolution de la société, c'est aussi l'évolution des clubs. C'est parce que dans le Nord, le basket féminin est resté ce qu'il était. Dans le secteur, je ne sais pas l'expliquer pourquoi le basket féminin est devenu ce qu'il est devenu. Alors, quand je dis ça, je ne veux pas être méchant ou négatif avec les jeunes, mais le niveau est quand même assez faible par rapport, en tout cas en Hauts-de-France. Autant en garçons, il y a des clubs picards, axonnés qui arrivent à exister. Autant en filles, c'est très très compliqué. Il y a des différences de niveau hyper importantes. Je pense qu'en filles, ça manque d'émulation. En fait, il n'y a pas assez de masse pour arriver à tirer une élite. Et le fait d'avoir une équipe de France féminine qui performe depuis quelques années, c'est pas la sorte de locomotive qui pourrait faire drainer tout ça? Ça devrait, ça pourrait. Est-ce qu'elle est bien vendue? Après Saint-Quentin, la particularité quand même, ça reste le problème de scolaire. Hein. Dès que vous arrivez post-terminal, ça devient compliqué de garder les jeunes et notamment les filles. Donc avoir un projet féminin, c'est compliqué. Et pour revenir à ma question, donc la différence fondamentale entre la différence, elle était que les filles ont toujours été beaucoup plus soudées en groupe. Les garçons sont un peu plus individualistes dans leur façon de penser. Les filles sont parfois même trop groupe. Par contre, un garçon absorbe plus facilement des remarques. Une fille peut le garder en elle quelque temps. Et quand tu es coach, il faut faire preuve d'un peu plus même si pour moi c'est difficile, d'un peu plus de retenue, faire attention à ce qu'on dit. Les garçons, on peut y aller, quoi. Même si les générations d'aujourd'hui ne sont plus non plus celles d'il y a 20 ans, mais c'est normal. Hein, le monde évolue. Bien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? On a encore d'autres questions à te poser, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi en tant que coach? À moi en tant que coach, oui. Garder la passion qui me permet de continuer à 52 ans d'entraîner bénévolement des équipes en prenant du plaisir. Voilà. C'est tout ce que je souhaite au niveau du basket. Le jour où j'en aurai marre, j'arrêterai. Pour l'instant, Tu changeras de club. Non, je ne pense pas. Je pense que ça s'arrêtera là. Je ne suis pas du tout fanat de... Moi, je suis bien où je suis. Et je pense que quand la passion disparaîtra, on arrêtera. Mais tant que je l'ai, c'est super. Et je souhaite la conserver un maximum de temps.
Bon, chaque invité qu'on reçoit, Greg, en plateau chaque mardi ici, on demande plus ou moins l'avis. Toi, quel regard tu portes sur l'ascension du Saint-Quentin Basketball jusqu'à aujourd'hui? Alors forcément, c'est génial parce que moi, étant jeune, je l'ai connu l'ascension à l'époque des Fortier, des Coursier, des Wims, etc. Donc on retrouve beaucoup plus vieux, c'est ça. C'est super pour tous les jeunes en fait. C'est une locomotive locale qui, je pense, attire beaucoup de jeunes dans les salles de basket. On le sent bien. Les jeunes de Gricourt, ils sont tous le samedi soir, ils sont tous au Palais des Sports, enfin à Pierre-Rat, pardon. Et non, c'est super. Après, il faut que ça perdure. Faut garder. Bon, a priori, là, ça a l'air d'être une organisation quand même assez carrée, structurée par rapport à ce qui avait pu se passer à un certain temps. Et non, c'est super, c'est super. Est-ce que ça peut être la locomotive, peut-être aussi pas pour le basket féminin, mais pour le basket axonné en général? Est-ce que sur du moyen long terme, ça peut tirer tout ça vers le haut et développer le basket Alors, oui en B? et non. Oui, parce que forcément, au travers de l'image. Mais à notre échelle, aujourd'hui, se dire que le premier club axonné en R2, c'est Gricourt et qu'il n'y a pas d'autres clubs axonnés au-dessus de la R2, je trouve ça un petit peu décevant, pour ne pas utiliser d'autres mots, qu'il n'y ait pas de club axonné en R1 ou en National 3. Donc il y a une locomotive, mais derrière, comment on s'y raccroche, comment on organise les choses pour avoir aussi des clubs locaux à des niveaux intermédiaires, ça exige, je pense, des rapprochements. Et pour l'instant, toutes les tentatives ont sur le long terme échoué. Donc bon, peut-être qu'un jour ça... C'est vrai que pour garder tous les jeunes sur le secteur, c'est très compliqué, déjà au niveau scolaire, comme tu disais Fabien. Et c'est vrai que quand tu as des joueurs qui sortent de U18 France, par exemple, ou même des espoirs, des fois, qui cherchent... Parce que bon, le jeu senior et le jeu espoir, c'est pas la même chose. Hein. Ça buque, hein, on l'a même encore vu samedi soir. Hein. Il y a quand même de l'expérience du côté de Dechy. Des fois, quand ça rentre dans la raquette, ça peut faire mal. Ou Julien Lecieux, il a fait très mal, par exemple, à Gricourt, parce que bon, en taille, il n'avait pas la concurrence en face. Mais donc, c'est pas le même jeu. Et c'est vrai qu'il faudrait, à minima, une Nationale 3 dans le secteur. Et c'est très compliqué parce que soit les clubs n'arrivent pas à s'entendre, soit on n'arrive pas à monter chacun individuellement, donc ça devient très compliqué. Il y a encore pas mal de chantiers, mais comment on fait pour les faire avancer et faire rayonner au niveau national le basket axonné? C'est ça en fait la question que se pose Greg. Moi, je pense que c'est à la locomotive d'essayer d'attraper les autres. Donc, c'est au Saint-Quentin Basketball d'essayer d'attraper les autres autour, Gauchy, Gricourt, Soissons, Saint-Michel, Guise, pour essayer de construire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tes espoirs à Saint-Quentin, Saint-Quentin investit sur des espoirs finalement pas pour le Saint-Quentinois, ce qui est un peu dommage, quoi. Tu dépenses de l'argent, de l'énergie, etc., pour alimenter des clubs partout en France, sauf proche de chez toi. Donc il faut que notre locomotive trouve, avec bien évidemment l'aide de tout le monde, des solutions. Il faut une locomotive, mais il faut remplir les wagons, Greg. C'est ça. Oui, c'est ça. Il faut les joueurs. Après, là, à Gricourt, ils ont, entre guillemets, la meilleure génération de 2003-2004. Je Je pense, ouais, du secteur. Donc, ça fait une belle locomotive. Donc, peut-être que ça peut être ça aussi, de se décaler vers ce genre de club, à Gricourt Basket, pour essayer de monter le plus haut. Voilà. Dans les jeunes que tu as à Gricourt, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont éventuellement potentiels pour accrocher un centre de formation dans quelques années? Alors, il y a des joueurs, oui. Il y a des joueurs qui pourraient déjà l'être, mais tu as des joueurs qui ont fait des choix de vie. Il y en a qui sont en médecine, il y en a qui sont en kiné, il y en a qui sont en école de commerce, prépa sup, etc. Ils ont fait des choix de préparer leur vie active et de se dire du basket. On se dire qu'ils ne vivraient pas du basket. Et donc, c'est leur priorité. Et ça, c'est pas discutable et je les comprends parfaitement. Pour autant, ils ont des potentiels, mais la difficulté, c'est de trouver les moyens de leur permettre de faire ça tout en s'entraînant, etc. Et là, sur Saint-Quentin, il y a un moment où tu te heurtes à une difficulté. Faire commerce à Saint-Quentin, c'est un peu compliqué. C'est pas possible, voilà. Donc oui, il y a des joueurs potentiellement. J'ai Pierre Lemos, là, qui est en terminale, qui est 2007, qui est U20 en première année, qui potentiellement peut entrer dans un centre de formation, qui peut être un joueur de N3 rapidement, mais il ne le sera peut-être pas chez nous, voilà, malheureusement. Je ne sais pas, on verra, mais bon, c'est toujours ce qui est frustrant, quoi.
Non, bah après, c'est le but de Gricourt. Là, on voit qu'il y a une marche à passer. Ouais. J'espère qu'ils auront l'ambition, que tout le monde l'ambition et le club a l'ambition de monter. Et puis, on voit des beaux matchs. Vraiment, c'était très plaisant, avec beaucoup de rythme, avec beaucoup d'impact. Bon, on les connaît, hein, les Lapierre et tout ça, ça rentre dedans sans trop réfléchir et beaucoup d'agressivité. Et c'est très bien, c'est la base du basket. Donc il faut aller voir ce club de Gricourt, essayer de pousser, notamment sur ces 2 gros matchs là qu'ils vont avoir là, le 22 avril, le 22 février et le 22 mars. Ouais, le moyen mémotechnique, 22 février, c'est contre. Louvroil, Et le 22 mars, c'est contre. Saint-Nicolas. Il faut aller pousser les jeunes. Alors moi je suis un ancien, donc j'aime bien aussi quand les anciens ils brillent un petit peu, mais là en plus je les connais tous ces gamins-là, donc il faut pousser tous ces jeunes. Tu fais des belles vidéos, donc on va te garder. Une dernière question peut-être à Fabien avant qu'on passe au basket national avec les U15, U18 rapidement. Bon après on a connu, hein, nous à Gauchy notamment, toutes les équipes. Est-ce que vous allez voir un petit peu, piocher un petit peu, regarder ce qui se passe en U15, U18 nationaux? Faute de temps, des fois on n'a pas le temps. Le problème, c'est que je pense qu'ils sont les U15. Bon, tu pourrais peut-être mieux en parler que moi avec ton fils maintenant. Les U15 et 18 nationaux, je pense qu'on les paramètre, on les conditionne à la filière au niveau. Donc je ne pense pas qu'on mobilise les gamins à réfléchir à des clubs comme Gricourt ou ailleurs, et c'est dommage. On a joué contre Saint-Quentin il y a 3 semaines en R2, il y avait un U18 France qui était là et qui a souffert. C'est un bon joueur, hein, il a des qualités, un potentiel. Si je résume ce que tu dis, ils sont un peu trop formatés compétition au haut niveau, c'est ça? Ouais, et je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de dire à tous ces jeunes, il y en a très très peu qui vont atteindre le haut niveau. Les autres, c'est des niveaux intermédiaires. Vous vivrez ou pas du basket et élargissez vos champs d'horizon. Peut-être on risque de les décevoir, peut-être, ou les démobiliser. Peut-être, parfois, parce qu'il y en a qui arrêtent, ce qui est dommage. C'est un numéro d'équilibriste quand même. C'est ça, c'est difficile. Ok, on va parler rapidement des résultats U15, U18. 0% de victoire pour ces 2 équipes, il me semble. Hein. Ouais, il me semble. Ouais. Donc les U15, ça c'est sûr, ils ont été perdre à la SIG, donc Grafenstaden de 13 points, je crois. Bon voilà, de toute façon ils sont dans la poule haute de l'élite nationale, donc ça va être des matchs très compliqués. Là ils vont aller se promener du côté de Nanterre ce week-end. Pareil, ça va être très très compliqué, surtout qu'ils ont un joueur qui va partir aux États-Unis avec le camp Rudy Gobert. Donc, dans 4 jours, il me semble. Dans 4 jours, donc le meilleur joueur, entre guillemets, qui sera absent aussi à Nanterre, donc ça va être compliqué pour eux. Et puis les U18, voilà, qui sont en poule basse, qui vont essayer de chercher un final fort. Donc voilà, il faut encourager ces équipes-là. Et puis voilà, je crois que tu joues aussi également, tu vas chez le dernier, hein, il me semble, ce week-end. Donc normalement, c'est des matchs bourbiers un petit peu. Ces matchs-là. Il ne va pas porter le mauvais œil. Hein. Et Gauchy a été perdre ce week-end chez eux à Neuville-sur-Escaut. Donc c'est un bourbier, donc il faut faire attention. Sur les matchs bourbiers, que ce soit en Betclic ou ici, les U18 se sont inclinés face à Liévin également. Voilà pour ces résultats. Greg, on arrive au terme de cette émission. Fabien, comme chaque semaine, notre invité, on lui laisse le mot de la fin. La caméra est juste. C'est vrai. Je t'en prie. Direct, le mot de la fin. De but en blanc. Allez. Écoute, le mot de la fin, d'abord que Saint-Quentin gagne samedi contre Bourg. Je pense qu'ils en ont besoin. Et puis nous souhaiter le meilleur à nous Gricourt pour le basket axonné, qu'une équipe puisse éventuellement remonter en R1. Je pense que ça serait plutôt sympa. Voilà. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Puis on vous suit du coin de l'œil tout au long de cette saison et on vous souhaite d'aller forcément le plus loin possible. Greg, allez, le mot de la fin aussi, j'ai envie de le mot de la fin aussi. Non, mais franchement, c'est important. Et puis c'est vrai que c'est une équipe de Gricourt qui est très très attachante, avec tous ces jeunes, avec tous ces visages connus du Saint-Quentinois. Donc j'espère qu'ils vont aller très très haut. Et puis aller taper ces joueurs. Déjà, pas se faire piéger à Neuville-sur-Escaut, et puis essayer d'aller taper ces Louvroil dans 15 jours maintenant, je crois. On en reparle mardi prochain, Greg, tu seras là? J'y serai. Fabien, merci beaucoup de t'être libéré et d'être venu sur notre magnifique plateau. Tu as vu, la table, elle est belle. Hein. Ouais, elle est belle. Allez, cette émission, vous pourrez la retrouver en rediffusion dans quelques instants à 19h et également à 22h. C'était déjà, Greg, le 20e numéro de cette émission 100% basket. On se retrouve mardi prochain, même heure, même endroit. Passez une très belle soirée, une bonne semaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.